Adolph Brown, au XIXe siècle, est un des grands photographes de ce qu'on appelle la seconde génération. C'est des photographes, c'est-à-dire pas des primitifs, mais ceux qui ont commencé à travailler à partir de 1800, après 1850, avec le procédé au collodion sur verre. Et on appelle ça la seconde génération des photographes, parce que là sont arrivés tous ceux qui voulaient faire fortune dans la photographie sans qu'ils aient vraiment une formation artistique. Il faut savoir qu'à l'époque, dessinateur, c'est une position sociale très importante. Le premier dessinateur dans un atelier de dessin d'une entreprise comme Dollfus, c'est vraiment quelqu'un qui est un notable, on va dire, un notable. Donc quelques années après, en 1847, il fonde son entreprise de dessin. Il a évidemment beaucoup d'employés qui vont travailler pour lui. Il diffuse ses dessins dans toute l'Europe, Manchester. Évidemment, les Anglais lui achètent aussi des dessins, en Espagne, etc. Et puis, comme il était à Paris en 1839 quand la photographie est apparue, c'est sûr qu'il a dû s'y intéresser. Alors, il a, à partir de 1854, 53-54, essayé d'utiliser la photographie pour renouveler les modèles de fleurs utilisés par les dessinateurs, pour avoir quelque chose qui était plus naturel. Personne ne savait qu'il travaillait là-dessus, et quand à la fin de l'année 1854, il présente 300 photos de fleurs extraordinaires, je dirais extraordinaires par la qualité, par la difficulté qu'il y avait à les obtenir avec ce procédé-là, qui n'est pas sensible d'une manière équivalente à toutes les couleurs, pratiquement qu'au bleu. Il est devenu du jour au lendemain un des grands photographes du moment. Adolph Brown a été très vite, suite à ses photographies de fleurs, reconnu comme un très grand photographe. Ça l'a surpris lui-même en ce sens qu'il avait fait pour lui un travail technique destiné aux dessinateurs. Et il s'est rendu compte qu'en fait, ces photographies ont été appréciées dans des milieux totalement différents. Et finalement, il a compris l'opportunité de produire de la photographie pour le grand public. Voilà, ça a été quand même un déclic quand il s'est rendu compte que ces photos de fleurs intéressaient plus que les spécialistes. Quand je dis même pas que des industriels, des dessinateurs, même pas des botanistes, non, vraiment ça a intéressé le grand public. Et à tel point qu'en 1867, je crois, il a produit 8 très grandes photos, aussi plus de 70 cm de haut, qu'il a appelé panoplie de chasse ou panoplie de gibier, ou voilà, quelque chose comme ça. C'était des photographies de nature morte avec du gibier qui était suspendu, avec un corps de chasse, un fusil, enfin bon. Et la publicité pour ces photographies, c'était beau sujet pour décoration de salle à manger. Donc c'était vraiment essayer de produire quelque chose pour le goût bourgeois de l'époque. Ces photographies-là n'ont pas eu énormément de succès, mais en fait, sur un plan historique, aujourd'hui, elles sont très recherchées, elles sont rares, elles sont très recherchées. Mais ça montrait quand même la volonté de toucher un public qui n'était pas du tout spécialiste. C'était pour décorer sa salle à manger. Voyant la réussite de ces fleurs, il s'est dit peut-être qu'il faut que je bascule un petit peu mon entreprise sur quelque chose qui est nouveau, rentable peut-être. Donc il va développer cette activité photographique et petit à petit abandonner l'atelier de dessin pour se consacrer uniquement à la photographie et consacrer uniquement l'activité de son entreprise à la photographie qui, après les fleurs, va prendre plusieurs directions. Il va y avoir évidemment les photographies de paysages. Ça va être quand même son premier grand succès. Et puis à partir des années 1865-66, ce qu'on peut appeler son grand œuvre, c'est-à-dire la reproduction des œuvres d'art de tous les musées d'Europe. Et la Maison Brown s'est spécialisée dans la reproduction de très haute qualité par des techniques un peu pointues, notamment le tirage au charbon, très difficile à manipuler à ce moment-là,
va devenir le leader incontestable et incontesté de la reproduction d'œuvres d'art. Les ouvrages qui traitent de l'Alsace en Alsace s'appellent des Alsatiques. Et c'est le plus grand Alsatique du 19e siècle, illustré par la photographie en 1859, 120 tirages en format 45 par 50 cm à peu près. C'était une entreprise qui durait 2 ans. Là, il travaille déjà avec son frère. Son frère, qui était dessinateur dans son atelier, va aussi commencer à faire de la photographie. On suppose que son père a aussi aidé beaucoup, et puis dès la fin des années 50, tout début des années 60, son fils Gaston, qui est tout jeune, va partir aussi pour lui en campagne, on va dire chaque année. Il faisait des campagnes de photographie, les Pays-Bas, la Belgique, l'Autriche-Hongrie, Tyrol, Suisse. Alors, ce qui est exceptionnel chez Adolphe, c'est que c'est vraiment un entrepreneur. Quand il part sur une série de photos à faire, dans une nouvelle direction, il faut que très vite, il inonde le marché, qu'il ait une production colossale. C'est sûr qu'il n'allait pas travailler tout seul, c'est pour ça qu'il s'est attaché un petit peu les services de sa famille, et puis d'un opérateur qu'on appelle Jean-Claude Marmont, qui s'appelle Jean-Claude Marmont, et qui a travaillé avant pour les Bissons. Donc il y avait une formation de photographe de montagne et qui a pu exploiter ses compétences et les transmettre aussi aux opérateurs de Braun, Gaston et Charles Braun, sur les vues de Suisse, les vues de haute montagne, de glaciers, etc. Alors de la même façon, il existe des albums de photographies de Suisse et de panoramas de Suisse. Il y en a un qui est présenté ici, mais manifestement, il n'y a même pas d'éditeur. C'est un recueil qui a été relié par la suite, mais on en trouve d'autres. Il y en a un qui a été d'ailleurs vendu à Bayeux il y a 2 ans, un magnifique album d'une trentaine de grands panoramas. Et c'était une fois de plus un album qui a été constitué par l'acheteur et pas du tout commercialisé. Le procédé au collodion humide est un procédé qui donne des résultats excellents sur le plan de la finesse de l'image, puisque le négatif est sur un support transparent, le verre, et les tirages sont faits sur un papier aluminé qui est très fin aussi et qui restitue toute la finesse du négatif. L'inconvénient du procédé au collodion humide, c'est que pour qu'on puisse faire sa photo, il faut préparer sa plaque, la sensibiliser quelques minutes avant la prise de vue, et il faut la développer tout de suite. Pour les photos de fleurs ou les portraitistes en général, c'est assez facile puisqu'on est en atelier. C'est relativement facile. Dès qu'on s'attaque à de la photographie extérieure, photographie paysagère, ça devient un peu plus complexe parce qu'on est obligé d'avoir un laboratoire à côté de son appareil photo. Alors les photographes s'équipent de tentes obscures, de chariots aménagés avec un petit laboratoire, et ça reste à peu près utilisable tant qu'on est sur les routes carrossables, mais vous pensez bien qu'à 3500 mètres d'altitude sur un glacier suisse, ça devient une autre tâche. On a des photographies par exemple de l'équipé qui est monté au sommet du Titlis en Suisse. Il y avait une quinzaine de porteurs pour tout le matériel, et on voit très bien la tente qui est plantée dans la neige à côté des appareils photographiques. Une fois qu'on a installé la tente, il faut aussi de l'eau, il faut monter des réchauds, faire chauffer la neige, obtenir de l'eau, la mettre à température. Voilà. Tout ça, ça prend beaucoup de temps, et c'est pour ça qu'on ne peut pas non plus travailler toute la journée comme on le fait aujourd'hui. L'autre contrainte, c'est qu'il proposait une grande variété de formats. La carte de visite qui fait 6 par 8 cm, la vue stéréoscopique, donc en 3D, 2 vues juxtaposées qui, dans un appareil stéréoscopique, permettait de revoir l'image en relief. Les formats intermédiaires, on va dire 18 ou 19 par 21 cm, ce qu'il appelait le moyen format. Ce qu'il a commencé très tôt, comme avec ses vues d'Alsace, le 40 par 50 cm, quand il a fait ses paysages de Suisse en 40 par 50 cm, ça a été quand même
assez spectaculaire. Il faut savoir qu'il faut, dans ce cas-là, un appareil photo qui a un châssis qui permet de mettre une plaque de verre de 50 cm. Autrement dit, un tirage de soufflet qui doit se développer au moins sur 1 mètre. Voilà, on imagine un petit peu. Alors, évidemment, au milieu des années 1860, il y a eu beaucoup de concurrence. Pour renouveler le genre et reprendre un peu la main dans le domaine commercial, Adolphe Brown, en 1865, a racheté le brevet d'un appareil photographique panoramique à Johnson, en Angleterre. Johnson, et puis il a fait construire une dizaine d'exemplaires par un fabricant parisien, Brandon. Et Johnson et Harrison, l'appareil Johnson et Harrison anglais, a été pour lui l'occasion de renouveler complètement son catalogue, pratiquement des mêmes vues de Suisse, mais en format panoramique, et là encore, ça part du petit format, du tout petit format, jusqu'au 27 par 53 cm, quelque chose comme ça. Ce sont ces grands panoramiques qui sont forcément les plus spectaculaires. Alors pour les reproductions d'œuvres d'art, on va dire qu'Adolphe a un petit peu pataugé au début, en ce sens qu'il cherchait déjà un procédé un peu stable, parce que c'est vrai que l'albumine ne lui convenait pas. Il s'est endetté fortement pour un procédé dont on ne sait rien du tout, le procédé au sel de fer de Rousseau en 1864, qui apparemment n'a rien donné. Il a fait des photos du musée de Bâle, et c'est qu'en 1965, finalement, quand il va prendre le procédé au charbon Swann, qu'il va réussir ensuite à utiliser ce procédé pour tous ces tirages. Mais les prises de vue de reproduction d'œuvres d'art étaient faites par beaucoup d'autres maisons, c'était quelque chose. Rien qu'en France, il y avait quand même Goupil et compagnie qui avaient un peu le marché, mais il y avait les Alinari en Italie, il y avait Hanfstein en Allemagne, et bien d'autres. Mais la réputation de la maison Brown s'est faite tellement vite et sur une qualité de résultat telle que les plus grands musées d'Europe demandaient à ce que ça soit la maison Brown, aux grandes dames des photographes locaux, à ce que ce soit la maison Brown qui fasse ces reproductions. Et là, on mettait à la disposition de l'entreprise Brown vraiment tous les moyens nécessaires. Et on a, c'est assez surprenant, le musée de Budapest, à Florence, on voit qu'il y a tout un atelier de prise de vue qui est construit soit à côté du musée, soit sur la terrasse du musée, une énorme cabane en bois, avec des jours qui laissent passer la lumière sous une certaine incidence pour éclairer correctement le tableau, de façon à avoir le meilleur résultat possible. Et forcément, du coup, Brown avait le meilleur résultat possible par rapport à ses concurrents. Alors, évidemment, à toutes les expositions de l'industrie, parce que c'était rarement présenté dans les sections d'art, ce que produisait Brown était présenté à travers l'Europe, dans toutes les grandes expositions universelles et autres. Il y était présent. En 1900, Gaston Brown a même fait partie du jury de l'exposition universelle de 1900 pour évaluer les photographies présentées. Donc il y a une reconnaissance évidente du photographe, de sa compétence, des qualités des images qu'il produisait. Ça, c'est incontestable. Il faisait partie des grands photographes du moment. Qui soit constamment à l'affût de ce qui est dans le bulletin de la Société française de photographie, où il présente lui-même régulièrement toutes ces nouveautés, fait qu'il était obligatoirement au courant de tout ce qui se faisait dans le milieu photographique et qui était répercuté et diffusé par l'organe de la SFP, par le bulletin de la Société française de photographie. Il est vrai qu'à un moment donné, on se dit c'est plus lui qui photographie, ce sont ses opérateurs.
Mais il faut savoir qu'il avait quand même toujours l'œil, parce qu'on a une lettre de lui par exemple où il dit clairement, comme il écrit à Miel de Saint-Victor, qui était un critique d'art qui a beaucoup soutenu ses productions artistiques, de reproduction d'œuvres d'art, il lui dit mon photographe revient du Louvre et je ne suis pas satisfait des angles qu'il a, des statues et des lumières, et il va falloir recommencer le travail. Donc il supervise quand même, il continue d'avoir ces critères de qualité esthétique et à exiger ça de la part de ses opérateurs avant de mettre ses photos dans ses catalogues.